Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Sidonie Mérieux, je suis la présidente de la Fondation Jacques Cartier France et je suis entrepreneur puisque je suis à la tête depuis 10 ans d'un cabinet qui s'appelle Our Value, qui est un cabinet de conseil en gouvernance que j'ai créé à Lyon et que je dirige avec mon associé depuis 10 ans. Je vais donc animer avec beaucoup de plaisir ce deuxième trait d'union qui est organisé dans le cadre de notre nouvelle plateforme Jacques Cartier, qui permet d'aborder des sujets connexes entre nos deux territoires, que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec, bien évidemment. Trait d'union qui permet d'aborder des sujets à la fois académiques, des sujets institutionnels, et puis aujourd'hui, un sujet entrepreneurial. Donc, nous allons parler entrepreneuriat avec évidemment ses risques, ses enjeux, mais avec un point de vue bien particulier aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir 4 entrepreneurs avec nous. Donc, au-delà d'être 4 femmes, ces 4 femmes sont passées à l'acte de la création d'entreprise alors qu'elles étaient encore étudiantes. Donc, elles sont jeunes, elles sont très brillantes et elles sont résolument déterminées. Donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cécile, Stéphanie, Pamela et Alexandra. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Il nous paraissait intéressant puisqu'il est loin d'être anecdotique, puisqu'il y a, sur les derniers chiffres que j'ai pu recenser, plus d'un quart des créations d'entreprises qui sont réalisées par les moins de 30 ans. Donc, même si les jeunes entrepreneurs ont des caractéristiques qui sont communes avec les entrepreneurs seniors, il y a néanmoins quelques spécificités que je trouvais intéressantes de noter. La première, c'est que le digital est totalement intégré. L'outil du digital n'est plus un outil de transformation, mais vraiment un outil de création et un outil de croissance. Que la notion du risque, la notion de l'échec, la notion de la réussite est une notion qui est complètement décomplexée, que finalement la création d'entreprise s'inscrit dans une expérience de vie professionnelle. Et puis également, j'ai noté que chacun et chacune avait un fort besoin de sens et que dans les projets entrepreneuriaux, notamment des jeunes, le sens était au cœur de tout. Et puis, vous, ce soir, vous avez une particularité sur ce beau panel, c'est votre cursus académique, puisque vous êtes toutes les 4 diplômées, soit de l'EM Lyon, soit de HEC Montréal, soit même des deux, qui sont 2 partenaires de longue date du centre et que nous remercions, et qui sont 2 institutions qui sont vraiment référentes sur l'entrepreneuriat. Donc, on va aborder les sujets de l'indépendance, les sujets de la passion, le sujet du sens, de l'expérience, de la pérennité, du financement, de l'accompagnement. Donc, je vous remercie beaucoup, toutes les 4, d'être présentes avec nous ce soir. Je remercie également les auditeurs qui nous ont rejoints sur la plateforme. Vous avez la possibilité de poser des questions qui me seront transmises et je prendrai le temps d'y répondre. Donc, je vous présente nos 4 entrepreneurs qui sont avec nous ce soir. Donc, Stéphanie, tu as 23 ans, tu es ingénieure et diplômée de l'EM Lyon et tu as créé une structure qui s'appelle Orion, qui est une application mobile pour les déficients visuels. Oui. Merci. Bonjour. Pamela, tu as 26 ans. Tu as construit ton projet grâce à HEC Montréal et à son accélérateur et également aux côtés de Mike Gill. Et tu as créé une méthode qui permet de réduire les blessures pour les sportifs de haut niveau, qui est basée sur l'intelligence artificielle. Alexandra, tu as 24 ans, tu es diplômée d'HEC Montréal et de l'EM Lyon, tu as eu la chance d'aller sur les 2 territoires et tu as créé une marque qui s'appelle Ethically Warm et qui concept, fabrique et diffuse des manteaux chauds qui sont écologiques, véganes et biodégradables. Et enfin, Cécile, tu as 24 ans, tu es également ingénieure de formation et tu as eu un cursus à l'EM Lyon et tu as créé une plateforme qui est au service de la rédaction et de la production scientifique. Donc, merci à toutes. Ce que je vais vous demander, c'est peut-être de vous présenter rapidement sous forme de pitch. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez l'habitude de le faire. Voilà, pour nous dire, vous présenter, quel est votre projet, pourquoi vous aviez souhaité créer cette entreprise et où vous en êtes. Stéphanie, tu veux démarrer?
Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Donc Stéphanie, j'ai 23 ans. Comme Sidonie l'a dit, je suis une élève ingénieure de Centre à Lyon et j'ai ensuite enchaîné à l'EM Lyon. Et depuis un peu plus de 2 ans, je développe l'application mobile Orion. C'est une application mobile spécialisée pour déficients visuels qui a pour but de les aider à identifier les objets dans leur environnement en instantané et surtout retrouver les objets qu'ils cherchent et être guidés vers ces objets à partir de la seule caméra de leur smartphone. Donc c'est une application qui repose sur de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance d'objets, et qui a pour but de leur apporter de l'autonomie, au quotidien. Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce projet-là? C'est parce que c'est une cause qui me tient à cœur depuis un peu plus de 2 ans, après avoir rencontré, lors d'un week-end Handitech, des personnes déficientes visuelles et qui nous ont partagé leur quotidien. Et j'avais la sensation qu'en tant qu'ingénieur, il y avait beaucoup à faire dans ce domaine-là et qu'on pouvait vraiment apporter des solutions technologiques efficaces pour leur apporter de l'autonomie. Voilà. Merci, bravo. Pamela, est-ce que tu peux nous présenter ton projet? Oui, donc bonsoir et bon midi à tous pour ceux qui nous écoutent. Donc, merci d'abord pour l'invitation. Donc, mon nom est Pamela Champagne. Donc, j'ai démarré ce projet d'entreprise-là à travers la formation en entrepreneuriat dans la spécialisation d'entrepreneuriat au HEC Montréal. Et c'est un projet qui était un projet de recherche avec mon frère qui est un neuroscientifique et deux experts en développement de l'enfant. Puis eux, ils sont passionnés par la science. Par ailleurs, donc, ils ont développé une approche pour réduire les risques de blessures dans les sports de contact au niveau des sports amateurs. Donc, pas des professionnels, mais d'un jeune qui peut participer à un sport d'équipe comme le football, par exemple. Et là, c'était de voir comment on peut transformer ce projet de recherche-là qui avait des résultats positifs dans la communauté dans une formule d'une entreprise en démarrage pour pouvoir accroître l'impact positif qu'on peut avoir auprès des jeunes de la communauté. Donc, je suis entrée dans le projet pour explorer les différentes opportunités d'affaires qui pouvaient découler de l'entreprise. Puis, l'entreprise a 2 ans maintenant. On a des partenaires dans l'industrie sportive amateur à travers le Canada. Puis, on a développé tout récemment une plateforme qui permet à tous les athlètes de s'améliorer dans son sport de contact comme le football, le soccer, le hockey, de réduire son risque de blessure aussi, mais de s'épanouir à travers le sport parce que pour nous, le sport, c'est une opportunité de croître, de développer des aptitudes pour travailler en équipe, apprendre à vaincre l'adversité, se faire un réseau, puis croître à travers ce réseau-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut que chaque athlète ait la chance de se développer dans son sport à travers des outils technologiques qui sont abordables et aussi en rendant la science accessible sur le terrain, sur tous les terrains de jeu. Merci. Merci beaucoup. Cécile, tu nous présentes? Oui, bonjour à tous, merci Sidonie. Donc effectivement, je suis Cécile Peretz, je suis ingénieure de formation et à la suite de mon cursus, j'ai souhaité faire de l'entrepreneuriat. Je n'avais pas forcément d'idée de quelle entreprise je voulais créer. Je savais juste que j'avais l'esprit pour entreprendre. Et l'année dernière, je suis donc entrée à l'EM Lyon. Et sans objectif précis, ma maman avait un projet qu'elle souhaitait développer, qu'elle avait dans la tête depuis plusieurs années avec des collaborateurs, des médecins et professeurs de médecine. Et je me suis un peu incrustée dans le projet puisque je trouvais ça assez passionnant, extrêmement intéressant et je souhaitais l'aider. Et donc, à partir de février 2020, j'ai commencé à travailler sur le projet MyPubli. Et nous sommes en train de développer une plateforme web d'aide à la rédaction d'articles scientifiques médicaux qui se compose de 3 services. 2 services qui sont en libre accès, un service d'information et de ressources et un service de mise en relation avec des prestataires comme des statisticiens, des relecteurs, des traducteurs. Et le cœur de notre plateforme, c'est un outil d'aide à la rédaction avec gestion de projet et des automatisations de tâches fastidieuses comme la bibliographie ou des petites choses comme ça. Donc voilà. Et on développe pour juin 2021. Merci. Super. Alexandra? Oui, bonjour tout le monde. Merci Sidonie. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 24 ans. J'ai commencé à travailler sur mon projet Ethically Warm lorsque j'étais encore au BA à HEC Montréal dans la spécialisation d'entrepreneuriat avec Pamela d'ailleurs. Puis, mon objectif était de démocratiser l'accès aux produits durables, puisqu'en tant que consommateur, même si
on veut poser des gestes écologiques, on ne sait plus en quoi avoir confiance ou à quoi faire confiance, puisque beaucoup de stratégies utilisées par les entreprises sont des stratégies de greenwashing. Donc, on ne sait même plus quoi faire. Donc, je me suis dit que j'allais créer une marque qui allait réellement être écologique dans une des industries les moins éthiques au monde. Puis, celle du manteau d'hiver n'est pas exception à ce qui se passe dans la mode. Donc, j'ai lancé l'entreprise toute seule avec absolument aucune compétence ou connaissance en couture ou manteau d'hiver. Donc, je me suis entourée d'experts qui, eux, avaient ces compétences-là. Puis ensuite, j'ai commencé à faire un accélérateur d'un parcours entrepreneurial avec Pamela aussi. Puis de là, j'ai fait mon échange scolaire à l'EM Lyon aussi. On a fait notre première prévente en sociofinancement qui s'est super bien passée. Puis j'ai livré ma première production avant Noël. Puis maintenant, nous sommes en train d'entamer justement le design de notre deuxième collection avec des nouveaux produits, puis pour lancer une prévente vers juin 2021. Puis c'est là qu'on en est rendu, puis potentiellement l'achat d'un nouvel atelier. Super, merci. Bravo à toutes les quatre pour vos projets qui sont très singuliers et très intéressants. Alors, vous avez toutes décidé de créer des entreprises alors que vous étiez encore étudiante. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de dire je fais le choix de ne pas aller dans le salariat classique pour créer mon entreprise, ou finalement c'est un concours de circonstances qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Est-ce que ça a été vraiment un choix ou pas? Alexandra, tu peux nous dire? Oui, ben, dans mon cas, ça a été réellement un choix. J'ai eu quelques emplois à travers mon parcours universitaire. Puis la plupart étaient dans des startups ou dans des environnements plus stimulants qu'une grosse corporation traditionnelle, si je peux le dire. Mais je le savais que je voulais partir de ma propre entreprise. Puis ça a été un très gros questionnement, puisque quand tu gradues dans une école de commerce, généralement, la plupart de tes collègues graduent avec un titre de comptable, donc de CPA ou en finance de CFA. Puis toi, tu ne te retrouves pas là-dedans. Tu te dis, ben, moi, je vais être entrepreneur. Puis moi, en ce moment, j'explore avec du cuir de cactus et du cuir d'ananas. Puis je vois ce qui va se produire de là. Donc, clairement, c'est une avenue qui est beaucoup plus risquée, mais que pendant l'université, tu es très bien entouré, surtout dans des écoles de commerce comme HEC ou l'EM. Puis c'est probablement le moment dans ta vie où le risque est le moins gros. On n'a pas de famille, on n'a pas d'hypothèque, on n'a rien à perdre. Puis de mon côté, j'avais la chance d'encore vivre chez mes parents, donc j'avais absolument rien à perdre et tout à gagner. Puis je remercie Alexandra qui avait 21 ans il y a 3 ans, qui était assez naïve de croire qu'elle pouvait le faire, puisqu'aujourd'hui, je l'ai fait. Donc ça vaut la peine des fois de se lancer dans le vide, d'avoir un certain plan par rapport à ça, mais ça vaut la peine. Et Stéphanie, c'est un point de vue que tu partages? Alors, moi, justement, je me suis plutôt lancée dans l'entrepreneuriat par un concours de circonstances. En première année d'école d'ingénieur à Centrale Lyon où j'étais, on devait tous faire un projet d'études en première année. C'était un projet de groupe sur pas mal de sujets différents, de l'aéronautique, de l'hydraulique. Il y avait aussi des projets un peu plus ouverts qui étaient création d'entreprise. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi de faire ce projet d'études dans l'entrepreneuriat social, encadré par une association qui s'appelle Enactus. Et au début, c'était un simple projet scolaire et on a commencé à s'inscrire à un concours, à en remporter un premier, à remporter des prix, à devoir investir de l'argent dans le projet. Et on s'est retrouvé un peu, par les circonstances, lancé dans ce projet entrepreneurial sans l'avoir vraiment prévu. À un moment, j'ai dû faire le choix en dernière année d'école d'ingénieur entre arrêter ce projet entrepreneurial pour poursuivre un parcours classique comme le font la plupart de mes camarades qui sont faire du conseil, rentrer dans un grand groupe par exemple. Et j'ai fait le choix de prendre le risque aussi, comme le disait Alexandra, parce que à nos âges et à notre stade de carrière, on va dire, on a très peu de risques. On n'a rien à perdre et tout à gagner, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que j'ai poursuivi dans l'entrepreneuriat. Mais au début, c'était pas du tout planifié. Et je pense qu'on m'aurait dit il y a 4-5 ans que je ferais de l'entrepreneuriat, ça m'aurait fait peur et j'aurais pas trop cru. Et toi, Cécile? Oui, alors moi, c'était plutôt par choix, puisque au fil de mon cursus scolaire, je me rendais compte que avec les stages, je ne trouvais pas un métier
qui me conviennent parfaitement et je me suis dit qu'il fallait que je crée mon métier, qu'il fallait que je crée mon environnement de travail, qu'il fallait que je crée mon entourage, enfin tout ça en fait. Donc c'est vraiment, ça a vraiment évolué et puis bon, la pandémie a un peu boosté la chose. Je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais et il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée. Ok. Et Pamela, sur ce sujet, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, j'ai un parcours assez atypique. Dans le fond, c'est un peu un concours de circonstances et aussi de choix à travers tout ça. Donc, j'ai étudié en droit à l'Université Sherbrooke, puis c'était quelque chose de trop cartésien pour moi. Donc, je me suis dirigée vers HEC Montréal pour ouvrir plus de portes, avoir des opportunités de me développer à travers tout ça. Puis là, j'ai choisi la spécialisation entrepreneuriat pour ne pas choisir la spécialisation comptable. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Puis, au final, mon frère avait un projet, puis j'y croyais. Donc, je croyais qu'on pouvait créer de la valeur. Quand on travaille dans un emploi, souvent, on crée de la valeur pour soi. On crée de l'argent, puis on peut investir dans certains projets. Mais à travers l'entrepreneuriat, on peut créer de la valeur pour d'autres. On se lève le matin, on est stressé d'avoir un pitch, on est stressé de présenter pour des clients, alors que c'est parce qu'on veut leur faire plaisir, qu'on veut que notre solution soit adaptée à leurs besoins. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat. Pourquoi j'ai un parcours atypique à travers tout ça? C'est parce que j'ai jamais arrêté de travailler. Donc, j'enseigne en entrepreneuriat, le cours lancement d'entreprise auprès d'entrepreneurs en démarrage. Donc, c'est une formation avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois ici à Montréal. J'accompagne depuis 2 ans les entrepreneurs avec un organisme qui s'appelle le Sage Montréal Centre. Donc, j'ai toujours un petit peu jumelé, accompagner des entrepreneurs dans leurs projets, puis aussi travailler sur mon projet parce que contrairement, par exemple, à Alexandra, nous, on était 4 initialement dans l'équipe. Maintenant, on est 6. Donc, je peux me permettre aussi d'avoir des projets connexes à travers tout ça. Ok. Alors, vous avez toutes évoqué le fait d'avoir créé ces projets avec des personnes à vos côtés. Donc, Pamela, c'est ton frère qui t'a guidé aussi vers ce projet. Cécile, on a compris que c'était ta maman qui avait ce projet-là et que tu avais souhaité pouvoir l'accompagner. Stéphanie, c'est plutôt avec des camarades de classe, enfin étudiants, entre étudiants. Et puis Alexandra, tu t'es lancée seule dans le grand bain, mais tu as su t'entourer d'experts. Voilà. Quel est le constat que vous faites après voilà, quelques mois, quelques années? Y aller seul, est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'il faut bien mettre en place comme garde-fou? Qui sont les meilleurs partenaires? Je parle des partenaires entreprises, on parlera après des partenaires financiers ou accompagnement, mais en tout cas sur les partenaires entrepreneurs, quelles sont les meilleures pratiques de votre point de vue? Ben, moi, il y a 2 points de vue par rapport à ça. Premièrement, mieux vaut être seul que mal accompagné. Là-dedans, beaucoup de gens se lancent avec leurs meilleurs amis en affaires en pensant qu'ils vont être meilleurs amis pour toujours. C'est pas le cas. On a beaucoup d'enseignants au HEC qui se sont lancés en affaires avec leur meilleur ami, qui étaient même en anglais, on dit leur best man à leur wedding, à leur mariage. Puis finalement, ce jour, ils ne se parlent plus, sauf que par l'entremise de l'aide d'avocat. Donc vraiment, choisissez vos partenaires d'affaires de façon très sensée et réfléchie. Allez-y par les compétences complémentaires ou l'expertise que vous avez besoin d'aller chercher. Ne diluez pas vos actions ou votre équité pour rien simplement parce que vous avez peur d'être seul non plus. Donc, moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je garde mon équité, puis je m'entoure d'experts. Puis la plupart des experts que j'ai autour de moi, c'est des experts que je peux rémunérer à l'aide d'un salaire. Donc, je n'ai pas besoin de diluer cette équité-là. Donc, tu ne peux pas tout faire tout seul. Puis la force d'un entrepreneur, c'est vraiment de savoir où sont tes limites, puis où aller chercher l'expertise que tu n'as pas. Puis de s'entourer de gens qui sont plus intelligents que toi et plus compétents que toi dans certains domaines. C'est pas moi la meilleure couturière au monde, puis ça le sera jamais, mais je peux l'avoir dans mon équipe par contre. Donc ça, c'est ce que je vous suggère. Puis dès que vous avez des partenaires d'affaires qui font partie intégrante de l'entreprise et de la gestion de l'entreprise, faites des contrats, s'il vous plaît. Ayez des clauses d'actionnaires et tout ça, ça va vous éviter beaucoup de maux de tête dans le futur. Merci pour tes conseils, Alexandra. L'une d'entre vous souhaite aborder ce sujet? Moi, je veux bien. Je pense que c'est aussi propre à chacun. C'est vrai que moi, quand j'arrivais, j'étais accompagnée aussi par des professeurs ou des mentors et je commençais par dire, voilà, nous, on est 6,
tout de suite, j'avais les grands yeux. Oh mon Dieu, vous êtes 6. Stéphanie, je crois, a vécu un peu la même chose. En fait, je pense que ça c'est propre à chacun et c'est effectivement, il faut bien les choisir. En tout cas, il faut bien cloisonner le travail, les choses à faire. C'est vrai que moi, on est 6 associés, mais en fait, ce sont surtout du conseil et de l'expérience qu'ils apportent. C'était presque plus des investisseurs que des associés, mais des investisseurs qui travaillaient sur le projet depuis déjà des années, donc qui étaient déjà très investis. Donc, voilà, c'est un choix, je pense, à faire à chacun. C'est vrai que je n'irais pas conseiller à quelqu'un de créer avec son meilleur ami parce qu'effectivement, s'il y a un problème, c'est difficile à gérer. Mais bon, pour l'instant, je l'ai fait avec ma mère, donc ça pourrait être pire ou pareil qu'avec un meilleur ami. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et après, tout le monde ne peut pas travailler avec l'un de ses parents. Moi, je peux. Donc voilà comment ça se passe. C'est vraiment propre à chacun, je pense. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Cécile, je suis d'accord avec ce que dit Cécile. Effectivement, moi aussi, dans l'équipe, à l'émergence du projet, on était 6, on l'est toujours. On nous a souvent fait les gros yeux, etc. Mais je pense que le tout réside dans trouver l'équilibre de l'équipe. Je pense vraiment que tout repose là-dessus, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui prend les décisions finales, par exemple, et qui prend les décisions secondaires et consulte l'autre constamment. C'est en fonction du temps que chacun décide de mettre dedans. Dans mon cas, par exemple, on s'est tous mis au clair, tous ensemble, pour trouver l'équilibre qui est que je suis, entre guillemets, la porteuse de projet principale, la chef de projet, la CEO, comme on pourrait le dire. Et donc, ça simplifie énormément de choses. Chacun a des branches sur lesquelles il est plus spécialisé. Et comme disait Alexandra, certains sont meilleurs que moi en finance, certains sont meilleurs que moi en marketing et commerce. Et tant mieux, et heureusement. Maintenant, il faut juste trouver un équilibre et mettre au clair qui prend la décision finale de façon à simplifier les choses. C'est juste une question de praticité. Par rapport aux amis, moi personnellement, je suis peut-être le contre-exemple. Après, c'est très lié à comment le projet a émergé. Et moi, mon projet, initialement, c'était un projet d'études que j'ai fait avec des amis. Je me suis mis en projet d'études parce que c'était un projet scolaire et que je voulais juste être avec des personnes que j'appréciais. Mais effectivement, ça aurait très bien pu ne pas marcher. Nous, on a la chance que ça ait marché malgré le fait qu'on soit amis et qu'en fait, on arrive très bien à dissocier le professionnel du personnel. On arrive très bien à changer de ton quand on parle avec son ami dans le domaine privé et puis lorsqu'on travaille sur Orion. C'est vraiment pas le même ton, pas la même tonalité et je pense que ça fait la différence aussi. Ouais, si je peux rebondir sur ce que les filles ont dit, dans le fond, ce que j'ai appris à travers le temps, c'est que avec des employés ou avec des cofondateurs, une des clés, c'est de déléguer, dans le fond. Quand on apprend à faire confiance aux autres puis à leur donner une liberté d'innover ou de co-créer avec nous, je pense que ça peut amener de la richesse, que ce soit un employé qui veut intraprendre dans l'entreprise ou un fondateur qui travaille avec nous, un cofondateur sur l'entreprise. Parce qu'on parle souvent de travailler sur l'entreprise au niveau des stratégies, de l'alignement, puis dans l'entreprise au niveau de l'exécution des activités clés. Puis, je pense qu'il peut y avoir des ressources clés qui nous aident ou un réseau d'entraide à ces deux niveaux-là. On peut parler de mentors au niveau de l'alignement stratégique, d'incubateurs, d'accélérateurs, puis d'un réseau d'entraide et de nos amis aussi. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes, beaucoup d'émotions positives, négatives. Il faut avoir un réseau, mais c'est intéressant d'avoir un réseau d'entrepreneurs. Par exemple, moi et Alexandra, on a déjà partagé dans le passé des inquiétudes ou des joies, des bons coups, mauvais coups par lesquels on est passé. C'est le fun d'avoir des amis aussi qui ne sont pas entrepreneurs pour sortir de cette réalité-là de temps en temps. Donc, la clé, je crois, c'est de bien s'entourer à travers notre parcours. Alors, quand on crée une entreprise, ça coûte un peu d'argent, logiquement, en général. Et puis, quand on veut la développer, on doit lever des fonds pour financer son développement. Alors, vous avez toutes les quatre été accompagnées au niveau académique, hein, que ce soit par le M Lyon ou par HEC Montréal, qui vous ont donné probablement les clés à la fois de l'entrepreneuriat et puis l'ouverture à certains réseaux d'accompagnement pour post-création, des incubateurs, des mentors qui peuvent vous accompagner pour structurer les projets. Mais l'argent, comment est-ce que vous avez fait pour lever des fonds les unes et les autres ?
est-ce que vous en avez eu besoin? Et puis, est-ce que vous avez eu des obstacles? Voilà, est-ce que vous avez bénéficié aussi de bourses, de prix? Comment ça s'est passé, Pamela? Tu es en plein écran, alors continue sur le sujet peut-être. OK, donc je crois que l'argent, moi, je le vois comme du sang dans un être humain. Donc, ça coule, puis on en a besoin pour vivre. Donc, une entreprise, c'est la même chose. Quand on a un plan, comme dit Alexandra, puis qu'on identifie les ressources humaines et financières qu'on a besoin pour mener à bien le projet, l'écosystème de Montréal et environnant, pour nous, en tout cas, c'est assez fort aussi au niveau de quand on développe quelque chose qui peut avoir, réduire une empreinte environnementale ou encore avoir un impact social. Je pense que c'est encore plus facile d'aller chercher de l'argent à ce moment-là. Donc, la clé, c'est d'avoir un modèle d'affaires innovant puis démontrer qu'on est capable, qu'on peut mener à bien ce projet-là. Puis, à la fin de la journée, l'argent, ça se trouve. Donc, de notre côté, on a vraiment priorisé les sources financières non dilutives et gratuites. Donc, on a été chercher des bourses, on a fait quelques concours. À un certain moment, on a réalisé que notre temps était moins bien investi dans un concours que de travailler auprès de nos clients. Donc, on a priorisé les ventes. Donc, on a jumelé un petit peu tout ça pour survivre ou du moins développer nos activités pendant qu'on générait pas assez de revenus, mais on n'est jamais allé chercher de l'investissement ou de la dette. C'est sûr que, encore une fois, Cécile parlait de choix. Donc, on peut se faire fortement critiquer pourquoi vous n'allez pas chercher un gros montant pour avoir une grosse équipe, pour vous différencier rapidement de la compétition. C'est un choix à faire. Donc, nous, notre choix, ça a été de générer des ventes pour assurer une croissance, certes moins rapide, mais des bonnes relations avec nos clients. Alors, tu parles de l'écosystème de Montréal qui est plutôt favorable. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quels sont vos témoignages? Est-ce qu'on a un écosystème aussi pour le financement qui est favorable à la création d'entreprises? Alors, bon, je vais parler peut-être pour Cécile et moi, puisqu'on est toutes les deux dans le même incubateur à Lyon. Effectivement, enfin, ce qu'on a remarqué, ce que moi j'ai remarqué en tout cas, c'est que l'écosystème de l'entrepreneuriat à Lyon, en tout cas, est finalement petit. Les gens se connaissent entre eux. L'ensemble des mentors, des intervenants qu'on va trouver à l'EM Lyon dans des cours d'entrepreneuriat, c'est des personnes qui travaillent dans dans un incubateur lyonnais, soit de l'Université Lyon 3, soit Manufactory, là où on est avec Cécile actuellement. Donc, ce qui est l'accompagnement, c'est un petit écosystème où, en général, les principaux mentors et accompagnants se connaissent entre eux, connaissent l'expertise des autres et peuvent aussi nous orienter vers certaines personnes qui s'y connaissent mieux en tel ou tel domaine. Ils ont aussi souvent des contacts, que ce soit à la BPI, par exemple, en France, qui est l'organisme qui nous apporte beaucoup de subventions et beaucoup de soutien lorsqu'on monte notre entreprise. Donc, pour ce qui est du financement, on fait appel à ces personnes-là une fois qu'on arrive à entrer dans cet écosystème-là et ils nous orientent. Ils ont en général les contacts, ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine et peuvent vraiment nous conseiller sur les personnes à contacter pour obtenir des financements, donc notamment la BPI ou les instances de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Donc, c'est un petit écosystème qui est favorable, qui est très favorable aux projets entrepreneuriaux, je trouve. Je ne sais pas si Cécile, tu es d'accord avec moi. Alors, moi, j'ai créé MyPubli, pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais Bourgogne-Franche-Comté. Mais on a été très bien accompagnés par la région et la BPI, notamment, et le réseau Entreprendre et plein d'autres. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire qu'à partir du moment où vraiment on y croit et on s'investit nous aussi à mettre de l'argent dedans, puisqu'on a quand même mis au capital, on était 6 associés à mettre au capital, donc à croire vraiment au projet. Et c'est à ce moment-là que ça a déverrouillé des portes. Et les accompagnateurs financiers, en tout cas, se sont dit, OK, s'ils y croient, on y croit aussi. OK. Vous avez des entreprises qui ont été créées dans vos lieux respectifs d'habitation, mais qui sont finalement transportables d'une région à l'autre. Et voilà. Bon, alors, bien sûr que Alexandra, les manteaux chauds dans l'hémisphère sud, ce serait peut-être compliqué. En tout cas, il faudrait peut-être travailler sur une gamme spécifique à ce climat-là. Mais est-ce que vous mettez des frontières dans votre projet? Est-ce que vous, les Québécoises, demain, vous verriez travailler avec le marché français et respectivement?
Ben, de mon côté, j'ai déjà eu des ventes à l'international. Ce qui est merveilleux, c'est que mon entreprise est un commerce en ligne, premièrement par nécessité, puisque partir une entreprise dans un domaine aussi coûteux, tu veux limiter tes coûts fixes. Donc, tu tournes généralement vers une entreprise en ligne, un commerce en ligne. Donc, j'ai déjà eu des commandes provenant de la France. J'ai déjà eu des commandes provenant des États-Unis. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose puisque c'est une commande qui rentre sur mon site web, elle est préparée, puis les frais de livraison sont simplement différents. Puis pour ce qui est des collections, ben, par exemple, à cause de l'hémisphère sud-nord, ben, c'est clairement quelque chose qui m'intéresse énormément puisque c'est très saisonnier, puis ça vient pallier à ça. On va sortir plusieurs produits justement pour que ça puisse convenir à tous les hémisphères. Mais l'internationalisation fait partie de notre modèle d'affaires. Puis pour nous, les obstacles ne sont pas très grands. Puis c'est ce qui est merveilleux du commerce en ligne actuellement. Une d'entre vous souhaite s'exprimer sur ce sujet? Oui, alors effectivement, l'internationalisation, c'est un objectif aussi peut-être à plus moyen terme, on va dire, pour MyPubli. L'avantage du Canada, j'ai envie de dire, c'est, enfin, Canada francophone, c'est la langue. Évidemment, c'est un atout incroyable de partager une langue dans deux hémisphères différents. Donc voilà. Dans ce qui concerne le projet Orion, nous, un peu en rejoignant Alexandra, étant donné que c'est une application mobile, elle sera très facilement téléchargeable, déjà traduite dans beaucoup de langues. Donc nous, bon, on n'a pas trop de soucis de langue puisqu'au final, une fois les fonctionnalités reposant sur de l'IA développées, l'échange, l'interface avec l'utilisateur nécessitera simplement une traduction pour qu'on puisse s'exporter dans les pays anglophones. On pense d'abord se répandre en Europe et ensuite aller dans les pays anglophones. Mais nous, du coup, c'est vraiment pas un problème et il y a des déficients visuels dans tous les pays. Donc nous, au contraire, c'est vraiment une perspective qui va être importante pour nous, de pouvoir ensuite attaquer d'autres marchés et gagner plus d'utilisateurs à l'étranger. Ok. Je reviens sur le sens parce que vous avez toutes des projets où le sens est vraiment au cœur de la structuration même et de l'ADN même de vos projets. Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide au quotidien? Comment ça s'exprime? Parce que vous avez, par le sens, réussi à créer des projets qui sont financièrement viables, hein, c'est quand même l'objectif. Et où est-ce qu'on met le curseur entre le cœur et l'argent et le sens? Dans notre cas, nos valeurs sont l'écologie, l'éthique. Donc, clairement, ça guide absolument toutes nos décisions, qu'on pense aux fournisseurs avec lesquels on fait affaire, à nos méthodes de production. Donc, clairement, je n'irai pas produire mes produits dans un sweatshop en Asie. Ça va aussi on planifie devenir une entreprise certifiée B Corp. Et B Corp, ça régit, mais en fait, c'est un nouveau statut légal carrément qui fait comprendre à toutes les parties prenantes impliquées avec l'entreprise que cette entreprise priorise l'environnement, l'éthique. Donc, à chaque fois qu'on va aller chercher du financement ou qu'il va y avoir une nouvelle personne impliquée sur le CA d'Ethically Warm, la personne est au courant qu'elle vient activement participer dans une entreprise qui est B Corp. Donc, ça régit absolument toutes les sphères de l'entreprise sur la façon dont on gère les employés, les fournisseurs, etc. Donc, évidemment, la raison de la création d'Ethically Warm aussi, c'est de prouver qu'on peut créer des produits qui sont réellement éthiques et qui sont financièrement viables et qui sont de luxe et de qualité. Donc, faut trouver cet équilibre-là, justement, puisque, évidemment, le coût des matières premières ou de produire éthiquement est beaucoup plus élevé que de faire le contraire. Mais il y a un équilibre à trouver, puis c'est quelque chose qui est possible et atteignable, mais définitivement à tenir en compte dans toutes les décisions de l'entreprise. Et Pamela, pour toi, quelle est ton approche? Oui, ben, mon approche ressemble beaucoup à celle d'Alexandra. Donc, nous aussi, on regardait pour avoir la certification B Corp. Puis, dans chacune de nos décisions stratégiques, on a à cœur le développement de l'enfant. Donc, c'est sûr que je partage totalement son avis qu'on peut avoir une certaine viabilité, faisabilité dans le projet en ayant un modèle d'affaires innovant,
puis qui maximise dans chacune des composantes d'entreprise, dans chacune de nos initiatives, l'impact positif sur le jeune. Nous, on a une plateforme actuellement qui est gratuite pour les jeunes, mais elle n'est pas gratuite pour les organisations qui ont une valeur, qui retrouvent une valeur différente en utilisant la même plateforme. Puis, on peut transposer ça. Par exemple, la pandémie, ça a fait en sorte que tous les athlètes, majoritairement à travers le monde, n'ont pas pu pratiquer leur sport. Donc, c'était un choc, puis sur la santé mentale, le bien-être, la santé socio-émotionnelle des athlètes. Mais nous, on travaille au quotidien avec des athlètes qui n'ont jamais accès aux installations puis à l'équipement, qui n'avaient pas accès pendant la pandémie. Donc, nous, c'est la réalité avec laquelle on travaille depuis plus de 2 ans. Donc, la plateforme, l'entreprise permet, avec des technologies accessibles, de rendre des outils accessibles à une population qui n'avait pas accès. Donc, on pense souvent que l'intelligence artificielle, ça ajoute des coûts, mais au final, ça diminue le coût des opérations de l'entreprise pour maximiser l'accès. Donc, c'est un petit peu notre vision ressemble beaucoup à celle d'Alexandra. Oui, si je peux ajouter, je suis complètement d'accord avec les filles, puisque effectivement, le sens, pour moi, guide complètement la stratégie, le business model. Et finalement, de mettre ce sens dans son business model, c'est aussi trouver des solutions, être créatif pour effectivement solutionner le fait qu'il faut quand même que pour que l'entreprise perdure, il faut de l'argent, mais le sens va permettre de mettre de la créativité un peu et de trouver des solutions pour d'un côté faire payer et d'un autre côté être en accord avec nous-mêmes et avec le sens qu'on veut donner à notre entreprise et à notre métier. Oui, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je rejoins complètement les filles à ce sujet. Et en ce qui me concerne, par exemple, l'application mobile Orion, ça a toujours été une de nos valeurs principales de la rendre accessible financièrement aux personnes déficientes visuelles, puisque les personnes déficientes visuelles dépensent trop souvent des milliers pour des outils du quotidien. Et nous, ça fait vraiment partie de notre mentalité, on va dire, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'accessible financièrement, vraiment pas cher, que n'importe qui pourrait avoir directement sur son smartphone, puisqu'aujourd'hui, vraiment, une très grande majorité des personnes déficientes visuelles ont un smartphone de toute façon au quotidien. Donc, juste proposer quelque chose de très simple et accessible financièrement faisait vraiment partie de nos priorités. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que si on veut avoir un réel impact social, vraiment aider les déficients visuels, il faut que notre société, elle soit viable, il faut que notre entreprise, elle marche. Et donc, il faut quand même qu'on fasse payer certaines choses, tout simplement pour avoir plus d'impact social dans la globalité. Donc, nous, c'est quelque chose qui nous guide vraiment et qui a beaucoup d'impact sur notre business model, par exemple. Trouver quelque chose d'accessible financièrement tout en restant viable pour avoir de l'impact. Mais alors du coup, Stéphanie, ça me permet de reboucler avec une question que je vois apparaître, puisqu'on parle du cœur, on parle du sens. Est-ce que ce ne serait pas un bon moyen d'avoir recours à l'épargne love, ce qu'on appelle love money? Alors le love money, c'est quand on fait appel aux gens autour de nous pour leur demander du soutien financier. Et effectivement, quand on a un projet qui a du sens, en tout cas qui a un impact social, réel ou environnemental, pour Pamela et Alexandra par exemple, c'est quelque chose qu'on arrive plus facilement à obtenir, c'est clair. Et même que ce soit dans les bourses en général, beaucoup de bourses existent pour les projets avec un réel sens social, environnemental, sociétal. Donc, s'il y a de l'innovation et qu'en plus, il y a un réel sens pour la société, on a beaucoup plus de facilité à obtenir du love money dans notre entourage. Après, le love money... Vous l'avez fait? Moi, personnellement, j'ai fait appel à mon entourage pour me soutenir. Mais en fait, la seule subtilité que je voulais rajouter, c'est que, attention, le love money, c'est les personnes que vous connaissez qui décident de vous financer un peu et de vous donner de l'argent directement pour que vous puissiez l'investir dans votre projet. Souvent, le love money, c'est surtout que votre entourage croit en vous, particulièrement, même plus en fait que de croire en le projet en lui-même. Le love money, c'est une preuve de votre entourage qu'il croit en vous, vos capacités, votre capacité à mener à bien cette expérience entrepreneuriale, encore plus qu'en le projet lui-même. Donc attention, ne pas confondre avoir du sens d'un point de vue de la société et obtenir du love money, puisque il y a quand même quelque chose de très subjectif dans le love money. On peut pas dire j'ai prouvé mon attraction
marché grâce à, voilà, j'ai reçu tant d'argent de mon entourage. Ok. Un peu différent. Pour ma part aussi, j'avais eu accès au Love Money pour financer mes premiers prototypes, puisque c'était beau avoir les dessins sur papier, mais tant et aussi longtemps que personne ne pouvait voir que c'était réellement faisable, créer un manteau qui était biodégradable en fin de vie. Ben, personne n'allait mettre de l'argent non plus là-dedans. Donc oui, mes parents m'ont donné en fait de l'argent initialement puisqu'ils croyaient surtout en moi, comme Stéphanie l'a dit. Mais le sens, encore une fois, m'a permis d'avoir beaucoup de bourses. Comme Stéphanie l'a dit, à Montréal, il y a énormément de bourses pour le développement durable, pour l'innovation. Donc vraiment, ce sens-là n'est pas quelque chose qui te paralyse ou qui t'empêche d'avancer. Au contraire, c'est quelque chose qui est très bien vu et qui est encouragé même. J'ai un sujet que j'aimerais pouvoir aborder avec vous, c'est est-ce que entrepreneur d'un jour, entrepreneur toujours? Est-ce que comment vous vous voyez dans 3 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous voyez toujours à la tête des entreprises que vous avez créées aujourd'hui? Est-ce que vous voyez à la tête d'autres entreprises que vous pourriez créer? Ou est-ce que finalement ce passage à l'entrepreneuriat, c'est aussi un tremplin pour aller prendre des postes de salariat et de direction dans des groupes? Comment Alors, vous vous voyez? pour ma part, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, puisque j'apprécie vraiment cette phase même de début de création d'entreprise où on est vraiment poussé à notre maximum de capacité, enfin voilà, on est vraiment, c'est une motivation qui est vraiment incroyable. Et donc, je pense, dans 3 ans, j'espère que j'aurai permis, en tout cas à ma société actuelle, MyPublic, d'évoluer et peut-être commencer à trouver d'autres rênes pour la gérer, pour pouvoir effectivement créer d'autres entreprises, parce que j'ai vraiment envie de créer d'autres entreprises. Pamela? Oui, je rejoins beaucoup ce que Cécile dit dans le sens que moi, l'entrepreneuriat, c'est ma passion, c'est un mode de vie pour moi, l'entrepreneuriat. Donc, je ne vais jamais me détacher de ce mode de vie-là. Par contre, pour Elite Neurokinetics, on a vraiment une vision pérenne de cette entreprise-là, mais je ne serai peut-être pas toujours la meilleure personne qui ajoute de la valeur dans l'entreprise. Donc, stratégiquement, on va bien s'entourer, puis on va la structurer d'une façon que la personne à la tête de l'entreprise, ce soit toujours la bonne personne, notamment pour développer cette entreprise-là sur d'autres marchés, par exemple à l'international. Donc, ça, c'est un point, mais ça va toujours être un projet qui me tient à cœur puis que je vais porter avec moi. Puis, c'est sûr que quand on développe un projet d'entreprise, on réalise que ben, la deuxième fois, tout est plus simple. Quand tout est une première fois, ça ajoute du stress, de l'anxiété. Puis la deuxième fois, quand on essaie de relever du financement, se créer un comité aviseur, prendre certaines décisions, rédiger les contrats, on a appris nos erreurs. Donc, c'est sûr que je peux m'imaginer aussi dans un éventuel futur, soit par du mentorat pour des entreprises ou quitte à investir dans des entreprises ou démarrer d'autres entreprises, certainement, qui ont un impact social qui se ressemblent ou qui diffèrent, mais qui auraient un impact positif dans la communauté, c'est sûr. Stéphanie? Oui, moi, je rejoins les filles sur le fait que quand je pense qu'on a la fibre entrepreneuriale, enfin, la fibre entrepreneuriale, on l'a ou on l'a pas, je pense. Quand je regarde dans mon entourage proche, mes amis, ceux qui vraiment ont fait les mêmes études que moi, le même parcours, des personnes vont me dire: «Ah mais moi l'entrepreneuriat, je trouve ça trop instable, trop stressant, c'est pas assez confortable, jamais je ferai de l'entrepreneuriat». Et la fibre entrepreneuriale, vraiment, c'est une attirance qu'on a et que je pense du coup, bah, on a toutes les 4 et que je pense qu'on l'a vraiment au fond, cette idée de on aime le risque, ça nous stimule, de construire quelque chose, de zéro, d'apprendre constamment. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure formation qu'on puisse faire dans notre vie, je pense. Et ça nous stimule tellement que je pense qu'on peut avoir tendance à retenter l'expérience une deuxième fois et apprendre de nos échecs précédents. Donc, ce sera probablement plus facile, comme l'a dit Pamela. Moi, en ce qui me concerne, je pense continuer un maximum dans l'entrepreneuriat. J'espère amener mon entreprise le plus loin possible. Peut-être qu'à un moment, je me lasserai, même si j'aime toujours l'entrepreneuriat et que j'aurai toujours cette fibre-là. Peut-être qu'à un moment, j'aurai besoin de me poser un peu plus, de plus de stabilité. Mais la fibre entrepreneuriale, je pense que je l'aurai toujours et on ne sait jamais. Sur un malentendu, à un moment, peut-être que je me relancerai dans, je sais pas, 20 ans, 30 ans, peut-être que j'aurai envie de repartir. Donc, je n'arrive pas trop à prévoir, mais en tout cas, je suis convaincue que cette fibre entrepreneuriale, enfin, cette attirance pour l'entrepreneuriat, je l'ai. Et donc,
très probablement, je resterai très longtemps dans ce domaine-là. C'est contagieux en tout cas, donc c'est agréable à entendre. Et toi, Alexandra? Mais pour ma part, je viens d'une famille qui est en affaires. Donc, mon père est entrepreneur. Donc, depuis que je suis jeune, je savais que c'est ce que j'allais faire aussi. Je me voyais dans son style de vie, puis dans sa façon d'être. Puis, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et des fois, dans les bas, quand je me remets en question, puis je me dis, OK, non, je vais me prendre un emploi de salarié. Mon entourage me regarde de façon très, très sceptique et rit de moi un peu en me disant, oui, mais de toute façon, dans 6 mois, tu vas partir à un nouveau projet. Arrête de te mentir à toi-même. Donc, je pense qu'une fois que tu es entrepreneur, puis que c'est ce qui te stimule, tu, tu l'es malgré toi, ça va tout le temps être un désir en toi de créer puis d'ajouter de la valeur. Puis comme Pamela, l'entrepreneuriat, c'est une de mes passions, donc je m'implique aussi en termes de mentorat ou de coaching ou même pour enseigner éventuellement, puisque c'est quelque chose que j'adore. Donc, Ethically Warm, je vois cette entreprise grandir, puis ça va être par la diversification de produits, potentiellement ajouter des nouvelles gammes, etc. Mais à un certain point, ça se peut que je ne sois plus la bonne personne pour faire grandir cette personne-là, cette entreprise-là, puisque ce que j'aime, c'est la création d'entreprise. Est-ce que je suis la bonne personne pour l'internationalisation et la croissance accrue de cette entreprise-là? Ça prend des compétences complètement différentes. Je ne sais pas. Est-ce que je suis aussi compétente pour gérer une équipe de 5 personnes que pour gérer une équipe de 1000 personnes? Je ne le sais pas non plus. Donc, je suis ouverte à prendre un rôle sur un conseil d'administration de ma propre entreprise, mais ne plus être en tête non plus. Donc, je pense qu'à un certain point, en tant qu'entrepreneur, il faut se poser ces questions-là, puis être conscient de nos forces et nos faiblesses pour ne pas se voiler la face non plus, puisque ça va être au détriment de notre propre entreprise. Donc, à voir, mais c'est définitivement une entreprise que j'adore puis que je me vois faire croître le plus longtemps possible. En tout cas, après ces 45 minutes avec vous, vraiment, voilà, vous diffusez une énergie sur l'entrepreneuriat qui est vraiment très contagieuse, qui est vraiment très agréable. Je pense qu'effectivement, vous êtes investi dans vos écosystèmes entrepreneuriaux sur vos territoires, mais continuez parce qu'on a vraiment besoin de ça pour à la fois donner envie. Je ne suis pas sûre qu'on naisse entrepreneur, on peut aussi le devenir, on peut apprendre à goûter, on peut apprendre à aimer. Et on a besoin de rôle modèles comme vous pour pouvoir le faire. Donc, nos territoires respectifs comptent sur vous. Et puis, pour ce que je crois qu'il faut qu'on conclue, mais on a encore quelques minutes ensemble. Est-ce que vous pourriez me citer chacune un entrepreneur qui vous a inspiré et pourquoi? Mais alors rapidement, parce que le compteur tourne. Alors, je vais être très rapide. Ce que je disais à Sidonie tout à l'heure avant que le webinaire commence, c'est que finalement, tout le monde entreprend. Donc, moi, je vais citer Catherine Testa, qui est cofondatrice de l'Optimisme. Et surtout en cette période de compliquée pour tout le monde, qui est la pandémie, je vous conseille d'aller voir ce qu'est l'optimisme sur Internet parce que c'est vraiment un rayon de soleil dans une journée et ça fait du bien d'avoir un entrepreneur dont l'objectif est de faire du bien. C'est le cas, je pense, de tous les entrepreneurs, mais là, c'est vraiment faire le bien autour de soi, pour tout le monde. Moi, en ce qui me concerne, alors j'ai réfléchi à cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup, enfin, l'entrepreneuriat, on peut le voir un peu sous pas mal de formes. Moi, personnellement, c'est Louise Aubry qui est connue sous le nom de My Better Self en France, qui a un compte Instagram qui est très suivi par beaucoup de jeunes, notamment en France, qui a à peu près notre âge, qui a suivi un parcours un peu différent, qui a fait Sciences Po, etc., mais qui aujourd'hui a notamment un podcast qui s'appelle In Power, où elle interviewe des personnes inspirantes, et a créé sa propre marque qui s'appelle Je ne sais quoi, de lingerie durable et écologique et éthique. Et donc ça, c'est sa marque de lingerie qui a énormément de valeur, enfin de sens, qui répond à de nombreuses valeurs qu'elle a et qu'elle transmet. Et elle essaye aussi de transmettre l'inspiration via son podcast. Donc, c'est une personne qui m'inspire, à laquelle j'ai un peu tendance à m'identifier, puisqu'elle a notre âge, qu'elle a aussi fait une formation, une école en France, etc. Et donc, voilà, moi, c'est plutôt parce qu'elle me ressemble en termes de profil qu'elle m'inspire. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne.
qui a beaucoup de valeur en elle. Et toi, Pamela? Moi, je n'ai pas une source d'inspiration précise. Je crois que tous les entrepreneurs de mon entourage ajoutent une certaine couleur à mon parcours. J'admire mon père qui est entrepreneur depuis toujours aussi parce que pour lui, c'est simple. Donc, il dit toujours que je me complique la vie, que je pense trop. On fait un plan d'affaires sur une page, puis OK, on pourra aller chercher de l'argent puis les ressources qu'on a besoin. Une autre personne au Québec qui est inspirante, c'est Judith Fetzer de Cookit. Pourquoi? Alexandra et moi, on l'a rencontrée dans une conférence dans la spécialisation d'entrepreneuriat alors qu'elle avait encore je crois, trop de dépenses par rapport à ses revenus, puis elle croyait vraiment à son projet, mais elle a traversé des périodes assez difficiles au démarrage pour aller chercher du financement. Puis on l'a vu pendant la pandémie avoir une croissance, donc je n'ai pas les chiffres exacts de sa croissance, mais elle a plus de 500 employés, elle s'implique dans le marketing, elle reste près de son entreprise, mais surtout, elle porte ce projet-là aux yeux de ses employés, c'est-à-dire que quand elle reçoit un prix ou un méritas ou une un bénéfice parce que c'est une femme entrepreneur. Elle dit toujours que sans l'équipe derrière, sans son conjoint qui l'aide dans son entreprise, rien de ça, ce serait possible. Donc, je pense que je m'inspire. Elle m'inspire. OK. Ouais, mais moi aussi, j'allais dire Judith Fetzer en plus. Moi aussi, elle m'inspire énormément. Puis, ce que j'aimais beaucoup d'elle, en fait, c'est que quand elle est rentrée dans la classe nous parler, c'est qu'elle nous avait fait comprendre que ton entreprise, tu peux la structurer absolument comme tu veux. Si tu veux travailler juste 15 heures par semaine, puis que ce soit une petite entreprise que tu fais une fois de temps en temps comme plus un hobby ou une passion, ou si tu veux que ce soit une entreprise dans laquelle tu mets presque 100 heures semaine, puis à l'élever du capital de risque, puis qu'elle a une valorisation de plusieurs centaines de millions de dollars dans quelques années, c'est correct aussi. Tu peux tout faire. Il faut juste que ça te respecte toi en tant qu'entrepreneur, puis que ça soit toi en tant qu'humain aussi, que ça soit en concordance avec qui tu es. Donc, le fait de voir une femme qui, très ouvertement, disait « Moi, je ne suis pas la personne la plus organisée du monde. Moi, ma priorité, c'est avoir du plaisir dans la vie et passer du temps avec les gens que j'aime. » Son entreprise, maintenant, vaut plus de 100 millions de dollars. Donc, voir quelqu'un qui est réellement humain, qui priorise les connexions humaines, puis qui a une belle façon de faire des affaires, ben, c'est très inspirant. Puis Super. je suis très fière de ce modèle québécois qu'on a. Merci. On arrive au bout de notre table ronde. C'est dommage, on aurait pu rester encore un moment ensemble à se raconter ces belles choses. Juste un mot de conclusion. Merci pour ce partage. Et finalement, en vous écoutant, je me dis que de faire le choix de l'entrepreneuriat, c'est finalement de faire le choix de ne pas faire ses preuves auprès d'un patron, mais auprès de clients. Et finalement, c'est bien plus direct. Voilà, c'est ce que ça m'inspire en vous écoutant, tout ça avec beaucoup de sens et beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence. Donc, bon vent à vos projets. Évidemment, on reste en lien. Merci les auditeurs d'avoir suivi cette table ronde. Cette table ronde sera rediffusée sur la plateforme Jacques Cartier à partir de demain. N'hésitez pas à la forwarder, liker, rerouter. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se donne rendez-vous pour le prochain Trade Union dans quelques semaines. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. J'ai vu qu'il y avait des questions non répondues. Vous pouvez toujours m'écrire sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir, là, comme par quoi commencer quand on veut se lancer. On peut naître entrepreneur, mais l'apprendre. Puis moi, je l'enseigne au quotidien. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider à ceux qui ont posé des questions par rapport à ça. Merci. Au revoir. Au revoir.